donc voilà, moi je travaille à l'INRA de Sophia Antipolis, donc dans le sud-est de la France, sur les aspects lutte biologique et développement de nouveaux auxiliaires. Donc concernant la partie punaises pentatomidées notamment, on s'intéresse beaucoup aux parasitoïdes oophages et je vais essayer de faire un petit récap de ce qu'on connaît de ces parasitoïdes et de ce qu'on a fait dessus, sachant que vous aurez certainement des choses un petit peu plus concrètes derrière avec la présentation du. Donc, je reviens rapidement sur la diversité des punaises présentées par Jean-Claude Stretto, qui est extrêmement large, avec des bêtes indigènes, des bêtes exotiques qui nous envahissent, comme Alliomorpha alice qui nous intéresse, et puis comme d'autres. Et également, du coup, avec une diversité d'agents de lutte biologique qui sont associés à ces punaises-là. Et qui dit diversité de punaises, dit diversité de solutions, d'où quelque chose d'assez important lorsqu'on design des solutions de lutte biologique, c'est l'importance du diagnostic. Maintenant, on s'intéresse un peu plus concrètement aux parasitoïdes oophages. Donc, tout d'abord, c'est quoi un parasitoïde? Un parasitoïde, c'est un organisme qui va se développer au détriment d'un autre et qui va inévitablement le tuer au cours de son développement. L'exemple hollywoodien classique, c'est Alien qui tue son hôte. Pas très, très glamour. Voilà. Dans notre cas, on va s'intéresser plutôt à ces petites guêpes qui pondent dans les œufs des punaises. C'est un petit peu plus joli, mais le résultat est exactement le même, c'est-à-dire que la punaise, ou du moins son œuf, est détruit. Donc, nos parasitoïdes sont calés sur le cycle des pentatomidés. Ici, on a un cycle, on va dire, assez classique de Neisara viridula, la punaise verte. Et nos parasitoïdes vont avoir un cycle qui va venir se chevaucher à ce cycle-là, avec une étape de parasitisme des pontes, que bien souvent, ils vont parasiter ces œufs assez rapidement après la ponte de ceux-ci, c'est-à-dire avant que l'embryogénèse ne soit initiée dans les œufs des punaises. Souvent, aux températures auxquelles on les rencontre, c'est à peu près 1 jour ou 2 jours grand max. Au bout de quelques jours, ces œufs vont prendre une teinte mélanisée. Alors, ça va dépendre évidemment de la punaise qui a pondu, puisque certaines punaises pondent des œufs qui sont déjà noirs au départ. Dans ce cas-là, évidemment, on voit un petit peu moins les choses. Puis, on va avoir un développement, tout confondu à des températures moyennes de 22, 23 degrés. On a à peu près, suivant les espèces, une petite quinzaine de jours avant l'émergence du parasitoïde. Souvent, les mâles sortent un petit peu avant les femelles, de manière à pouvoir s'accoupler rapidement avec elles. Et à ce moment-là, on a un cycle de parasitisme. Ils vont aller chercher les œufs. Et donc, les parasitoïdes oophages se développent essentiellement dans les œufs des autres insectes hôtes. Donc, qu'est-ce qu'on connaît des parasitoïdes de pentatomidés, notamment? On connaît des mouches, donc des diptères tachinidés. Certaines ont été utilisées, notamment Trichopoda pellipes aux États-Unis, dans le cadre de la lutte contre la viridula. Des parasitoïdes larvaires. Et donc, à ce titre-là, ils ont une efficacité peut-être un peu moindre, puisqu'on a des larves qui continuent à se développer et donc à piquer les organes végétaux. On a également des hyménoptères, donc des petites guêpes, et des parasitoïdes oophages, ceux qui nous intéressent, déjà prouvé leur efficacité. Et différentes familles, les Célionidés, les Eupelmidés, les Encyrtidés. Donc voilà, on va en revenir un petit peu plus dans le détail dessus derrière. Et d'autres hyménoptères parasitoïdes, larvaires cette fois-ci, des Aridellus, parasiter des Neisara ou des punaises de ce type. Là encore, l'efficacité est moindre puisque, à nouveau, on a des larves qui vont continuer leur croissance jusqu'à l'émergence du parasitoïde et qui vont continuer à piquer les organes végétaux. Donc, si on s'intéresse un petit peu à ce qui existe dans la littérature et à l'expérience de nos collègues en Europe et puis ailleurs dans le monde, on a cette chance-là, c'est-à-dire que nous, on a Alliomorpha un petit peu plus tard. Notamment, par exemple, qu'en Italie, ils se sont intéressés de très près à un parasitoïde qui est présent chez nous, Anastatus bifida. Donc, les travaux montrent que ce parasitoïde parasite Alliomorpha alice, bien qu'il soit indigène, ce qui n'est pas commun pour les parasitoïdes de chez nous, mais c'est une espèce qui est assez généraliste, c'est-à-dire qu'elle parasite également d'autres punaises et elle parasite également des lépidoptères. Alors, on a des travaux qui sont assez cités qui montrent que les taux de régulation ne sont pas forcément très intéressants, avec des régulations à 15% dans le meilleur des cas, et parfois plus de parasitisme sur des espèces non cibles, ce qui évidemment peut nous poser problème lorsqu'on va développer nos stratégies de lutte biologique. Alors, c'est peut-être à tempérer un petit peu dans la mesure où d'autres travaux ont tendance à montrer que dans certaines zones d'introduction d'Anastatus, on a des taux de parasitisme, on le voit ici, qui sont beaucoup plus importants pour Anastatus par rapport à d'autres espèces, comme des Trisolcus qui sont et des seuils de parasitisme beaucoup plus importants, vous voyez en noir,
dans les zones d'introduction. Alors, il reste encore des choses à voir sur ces dynamiques d'introduction. Anastatus est une espèce que moi, à titre personnel, j'ai pas forcément complètement gardé comme le candidat optimal, mais c'est quelque chose qui peut se réfléchir. Alors actuellement, Anastatus, il est commercialisé par exemple en Italie et il est utilisé sur un certain nombre de cultures. On a donc également comme autre parasitoïde assez connu de punaises, tout ce qui est Trisolcus et Telenomus de la famille des. J'ai mis ici une photo, on a des Telenomus en haut et des Trisolcus en bas. Alors les Telenomus sont très proches morphologiquement. Le problème qu'on a, c'est que la taxonomie nécessite de réviser. On n'est pas vraiment en l'état d'identifier avec garantie les espèces. On va les comparer aux types un peu éparpillés dans les muséums à travers le monde. Et les données moléculaires, du coup, sont assez peu fiables. À la différence des Trisolcus, pour eux, la taxonomie a été révisée. Il reste quelques petits complexes d'espèces cryptiques à distinguer, mais on a des clés fiables, on a des spécialistes capables de les identifier, et on a des données moléculaires qui elles-mêmes sont fiables et utilisables. Alors, quelques petites infos juste pour être en mesure éventuellement de distinguer un Telenomus d'un Trisolcus. Telenomus va avoir tendance à avoir un front assez lisse alors qu'il est assez chez Trisolcus, et le deuxième segment du gastre, donc de son abdomen, qui est nettement plus long que large, alors que chez Trisolcus, il est nettement plus large que long. Alors ça paraît un peu évident quand on le montre comme ça, mais dans la pratique, c'est quand même un peu plus compliqué. Et les histoires après de détermination à l'espèce restent. Les bêtes se ressemblent beaucoup, mais on verra que l'association avec les hôtes, et du coup potentiellement leur biologie, leur utilisation, reste quand même assez distincte entre les espèces. Évidemment, si on s'intéresse à la littérature, on a tous entendu parler de Trisolcus japonicus, qui est le candidat préciblé par tous les collègues et par tous les pays contre Alliomorpha alice. Donc ici, quelques critères de reconnaissance de Trisolcus japonicus, notamment, on pourra voir ces marques sur le thorax, et se joue à des structurations sur. Trisolcus japonicus peut parasiter de manière assez importante Alliomorpha alice et réaliser son cycle complètement sur lui. Les spécialistes ont montré qu'il était adapté à nos climats et que du coup, on pouvait espérer l'acclimater. D'ailleurs, il s'est installé de lui-même, de manière, on va dire, fortuite, en Suisse, en Italie assez récemment, en 2018, et également un peu plus avant en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Alors, le problème de Trisolcus japonicus, c'est qu'il est quand même pas complètement spécialiste d'Alliomorpha alice. Il va parasiter aussi d'autres espèces, à tempérer par le fait que parfois ces autres espèces sont des espèces qu'on souhaite réguler, comme Palomena prasina, et notamment il parasite très bien Palomena prasina, et qu'en condition de choix, malgré tout, il préfère quand même Alliomorpha alice. Alors on a de la littérature assez fournie sur Trisolcus japonicus, à la fois sur ses introductions, on va dire, fortuites dans différents pays, sur sa spécificité d'hôte, voilà. Et à noter également qu'en Italie, en même temps qu'est arrivé Trisolcus japonicus, est arrivé un autre Trisolcus asiatique, Trisolcus mitsukuri, qui semble faire quelques résultats là-bas et que donc on garde également à l'œil. Alors évidemment, je passe très rapidement sur cette diapositive qui schématise plein de projets, qui nous a permis de mettre en place un énorme réseau de piégeage qui tourne encore et qui nous permet de décrire la diversité des parasitoïdes présents en France. Donc il y a deux questions à ça, en fait, c'est quelle diversité on a, ce qui nous fait un point zéro, ce qui nous permet de définir nos meilleurs candidats. Et ça nous permet aussi de regarder si, par ailleurs, Trisolcus japonicus, par exemple, serait arrivé de lui-même dans le pays, ce qui permettrait éventuellement de pouvoir envisager de l'utiliser plus facilement. De tous ces prélèvements qu'on a pu obtenir, on a pu construire un référentiel moléculaire. Donc, ça nous permet de décrire la diversité. On s'aperçoit qu'on a tout un groupe de Célionidae assez important avec des Telenomus. Donc, effectivement, les Telenomus vont avoir un rôle en contrôle biologique et en régulation de nos punaises, mais aussi des Trisolcus. Alors, il sera plus facile d'utiliser des Trisolcus pour lesquels on sera en mesure de réellement bien caractériser l'espèce. On a ici tout un noyau d'Encyrtidés, des Zoencyrtus. J'en parlerai pas trop, c'est des bêtes qui sont pas faciles à élever. Elles sont également un peu polyphages en ayant des hôtes assez variés, à la fois chez les punaises, à la fois chez les Lepidoptères. Et on a ici, alors juste un haplotype unique pour toute la France d'Anastatus bifasciatus, voilà, qui est donc également assez présent dans nos échantillonnages et plutôt en fin de saison. Alors, un des résultats de ce référentiel moléculaire, c'est que
notamment, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, détecté Trissolcus japonicus en France. Il reste donc une bête considérée comme exotique. Alors, si je regarde un peu plus en détail la sélection des candidats, on a ces deux espèces ou groupes d'espèces, Anastatus et Eoncyrtus, qui sont des généralistes. Alors, et par ailleurs, on a donc nos Célionidae avec des Trissolcus, j'ai mis SP puisqu'on a plusieurs espèces, et différents Telenomus. Donc, comme j'ai dit, les Eoncyrtus, c'est pas des bêtes qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui. Anastatus, moi, c'est quelque chose que j'ai sorti un peu de ma stratégie au niveau de développement de parasitoïdes, mais c'est une bête sur laquelle des questions peuvent se poser malgré tout quand on voit les résultats en Italie. Et si on regarde un peu plus en détail nos prélèvements liés au Trissolcus sur différentes punaises, on s'aperçoit que, par exemple, on a assez généralisé du Trissolcus basalis sur Neisseria viridula, quelles que soient les zones d'origine, il est assez présent en France. On a trouvé plus rarement du Trissolcus simoni, puisqu'il est en fait, il semblerait inféodé aux Eurydemas. Les Eurydemas sont les punaises des choux. Et on a trouvé assez régulièrement du Trissolcus cultratus, alors plutôt localisé dans la région sud-ouest, puisque pour nous, il semblerait un peu plus associé à Palomena prasina, et donc notamment aux cultures de noisettes où Palomena a été régulièrement prélevé. À noter que Trissolcus basalis est bientôt peut-être disponible en France, commercialisé par Coppert, une souche italienne pour laquelle ils ont l'autorisation, mais qu'en l'état, il n'est pas encore vendu. Ce sont plutôt des expérimentations internes à Coppert pour calibrer leur production ou leur utilisation du Trissolcus. Mais peut-être que ça arrivera bientôt. Et Trissolcus japonicus, qui lui est le candidat contre Alliomorpha alice, est donc non présente et est soumise à réglementation sur l'introduction des organismes exotiques. Alors, assez récemment, on a obtenu l'autorisation d'introduction en milieu confiné de Trissolcus japonicus, donc on va pouvoir l'étudier dans nos laboratoires de quarantaine, notamment pour voir un petit peu comment il peut interagir avec les autres hôtes et les autres parasitoïdes, et qu'on a une demande en cours conjointe écrite avec l'ANPN pour obtenir une autorisation, si possible, d'introduction en milieu naturel de Trissolcus japonicus. Alors cette demande est déposée déjà, elle est en cours d'évaluation, et donc on attend une réponse qui devrait arriver en toute logique avant la fin de l'année, et on pourra à ce moment-là calibrer des primo-introductions pour voir si on est en mesure d'acclimater, d'installer Trissolcus japonicus chez nous. Alors, tous ces prélèvements, toutes ces caractérisations moléculaires ou morphologiques nous permettent également de constituer une collection vivante de parasitoïdes qui, pour nous, est un vrai outil d'expérimentation, mais aussi un outil de sélection de candidats potentiels pour différentes punaises et pour différentes cultures. Et cette collection vivante, elle est complètement en parallèle de notre référentiel moléculaire. C'est quand même un très bel outil pour continuer à travailler, que ce soit sur Alliomorpha, Palomena ou sur d'éventuelles nouvelles punaises qui pourraient poser des dégâts sur les cultures. Maintenant, quand on a identifié des candidats, il continue à se poser tout un lot de questions sur comment les produire, comment les utiliser dans des stratégies intégrées, puisqu'on parle beaucoup d'utilisation de filets, d'utilisation de plantes de service, des choses comment transférer ces candidats aussi pour qu'ils soient disponibles à la profession. Est-ce qu'on doit envisager des luttes par augmentation ou des luttes dites classiques, par exemple dans le cas de Trissolcus japonicus? Donc voilà, il y a tout un lot de questions que nous, on travaille en parallèle des aspects caractérisation de la diversité, bien évidemment. Donc, j'aurais peut-être pas le temps de présenter les résultats tout de suite de ce type de travaux, mais c'est des choses qu'on regarde. Alors, si je dois conclure sur Trissolcus japonicus, donc dépendant des réponses déposées, aux dossiers déposés auprès de l'ANSES, évidemment, si on est en mesure de l'étudier en plein champ, de l'introduire, on fera ces primo-introductions. Et donc, les questions qui se posent sont l'impact des introductions de Trissolcus japonicus sur les autres non-cibles. Ça, c'est assez bien documenté en laboratoire, c'est un peu moins documenté en milieu naturel, malgré le fait qu'on ait des introductions déjà dans certains pays voisins où la présence de populations entre guillemets naturelles. Et également l'impact que pourrait avoir Trissolcus japonicus sur les parasitoïdes indigènes, à savoir une compétition éventuelle vis-à-vis des hôtes non-cibles initiaux de Trissolcus japonicus. Mais ça peut être moyenné par un fait, c'est que nos Trissolcus, quand ils parasitent une punaise, ils injectent des composés pour éventuellement détourner le système immunitaire de l'œuf. Et c'est pour ça, par exemple, que nos parasitoïdes ne sont pas adaptés à Alliomorpha alice et n'arrivent pas à faire leur cycle complet, alors que Trissolcus japonicus va y arriver. Et on s'est aperçu que quand Trissolcus japonicus parasite Alliomorpha au préalable et qu'éventuellement un parasitoïde indigène passe rapidement derrière, dans certains cas, le parasitoïde indigène arrive malgré tout à bénéficier des facteurs de virulence du Trissolcus japonicus et à se développer également. Ce
qui veut dire que peut-être sa présence pourrait aussi permettre de rendre la ressource Haliomorpha alice accessible à nos parasitoïdes indigènes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut étudier un petit peu dans le détail, qui sont un peu compliquées. De façon opportuniste, ça nous donne la possibilité de nous intéresser à des questions un peu plus fondamentales liées aux introductions sur tout ce qui est pression de propagule, les effets de taille de population pour les installations. Et ça, évidemment, on le fait aussi. Les attendus de l'introduction de Trissolcus japonicus, par ailleurs en milieu naturel, sont de deux types. Dans un premier temps, on va dire une lutte biologique dite classique, c'est-à-dire on va acclimater Trissolcus japonicus, il va se disperser de lui-même dans le milieu naturel. Donc c'est une opération, on va dire, qui sert un petit peu à tout le monde et qui est à zéro coût pour la majorité des personnes. Et l'objectif, c'est d'avoir une régulation d'Haliomorpha alice dans la composante naturelle des milieux. On sait que les punaises viennent coloniser les vergers par les abords, et c'est dans cette composante naturelle qu'il faut arriver à amener une régulation pour éviter un petit peu les explosions de population. On est lucide sur le fait que très certainement, derrière cette lutte biologique classique, cette acclimatation initiale de Trissolcus japonicus, il faudra certainement envisager une lutte biologique par augmentation, c'est-à-dire une production massive de Trissolcus japonicus qu'on viendra relâcher sur les parcelles ou aux abords des parcelles qu'on veut protéger. Et dans ce cas-là, on espère une vraie régulation directe avec une diminution des dégâts sur fruits liés aux attaques d'Haliomorpha. Donc, j'en ai terminé pour la partie un petit peu générale des parasitoïdes. Merci Alexandre. Donc, on a quelques questions, en particulier, donc il y a une question de François Laurence qui pose la question de l'efficacité. Est-ce que l'efficacité de ces parasitoïdes est la même sur les différentes espèces ou est-ce qu'ils se sont, j'allais dire, un peu spécialisés? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors, en fait, oui, suivant les espèces de parasitoïdes, on a des associations qui fonctionnent un peu mieux vis-à-vis de l'autre. Alors, le cas le plus caricatural, Trissolcus basalis, il va être très attiré par Haliomorpha, il va chercher à le parasiter, mais il n'arrivera pas à faire son cycle. Donc, dans le meilleur des cas, on va avoir des avortements des œufs des punaises, mais on n'aura pas multiplication du parasitoïde. Alors que Trissolcus japonicus va être très attiré par Haliomorpha, va parasiter, va faire son cycle complet et va se développer. Ce qui fait qu'on a multiplication du parasitoïde et du coup, en deuxième génération, on a un contrôle de fait qui va être beaucoup plus importante. Dans le cas des Eurydemas, il s'avère que on a une espèce qu'on rencontre plus fréquemment, Trissolcus simoni, alors que Trissolcus basalis est quand même présent sur les mêmes zones. Ça signifie qu'effectivement, il y a quand même une attractivité et certainement une meilleure association entre ce couple parasitoïde et hôte. Et si on va un petit peu plus loin, on a cette connaissance-là, y compris sur d'autres familles de parasitoïdes, c'est qu'au sein d'une même espèce, on peut avoir des populations qui sont plus efficaces que d'autres ou mieux adaptées à certains milieux que d'autres. J'ai relevé, par exemple, plus de télénomus dans des conditions xérophiles, par exemple, sur les cultures de carottes porte-graines, où c'était en conditions très sèches, et où là, j'ai vu très peu de Trissolcus finalement. Donc, nous, notre screening de la diversité s'accompagne évidemment des réseaux trophiques, des milieux dans lesquels on a prélevé, et ça nous permet d'envisager que peut-être, au sein de certaines espèces qui sont bien représentées, on peut aller sélectionner une population qui va être plus adaptée à une culture qu'une autre population. Voilà, dans les grandes lignes. Ok. Moi, j'aurais une autre question qui pourrait être posée par un agriculteur. On voit bien que vous êtes déjà sur la piste, en fait, de ces parasitoïdes avec une certaine efficacité, etc., puis des pistes assez avancées, puisqu'on en est à des demandes d'autorisation, etc. Il nous faut quoi là, devant nous? Il nous faut 2 ou 3 ans pour avoir une stratégie de lutte biocontrôle un peu musclée en cas d'explosion de la présence de ce ravageur, ou est-ce que je suis un peu optimiste? Alors, si on part d'un projet, par exemple, de lutte biologique en partant du stade initial, en moyenne, un temps raisonnable, j'en parle un peu plus tard, on va dire que c'est entre 6 et 8 ans. Là, effectivement, sur Haliomorpha alice, on a des connaissances acquises par ailleurs via les collègues à l'international. On a des candidats préciblés, il y a déjà des études qui sont faites, donc on va être sur des opérations relais. Voilà. Le montage du dossier est une étape obligatoire pour pouvoir introduire le parasitoïde exotique. Ça prend quelques mois entre l'écriture du dossier et son évaluation. Évidemment, si par exemple on obtient l'autorisation en plein hiver, on va être obligé d'attendre le printemps d'après pour faire les premières campagnes.
Mais avant de pouvoir introduire, il y a le travail qu'on a fait là, qui est cette étape de point zéro, c'est-à-dire savoir quelle est réellement la diversité à la fois des hôtes, à la fois des parasitoïdes indigènes, de façon à être capable d'anticiper d'éventuels effets sur la composante naturelle et indigène chez nous. Ensuite, l'étape, c'est avant toute chose, dans le cadre d'une lutte biologique classique, c'est de s'assurer que l'insecte qu'on introduit, il s'acclimate, il fonctionne, et là, derrière, il y a du suivi. Une fois qu'il est acclimaté, le relais peut être pris pour de l'utilisation quand c'est nécessaire, c'est pas toujours le cas, en lutte biologique par augmentation. Si on prend l'exemple du sinif du châtaignier, il n'y a pas eu besoin de faire de lutte biologique par augmentation, la bête a été simplement introduite. Si on prend des parasitoïdes indigènes comme Trisolcus basalis, on a des essais qui sont là pour éventuellement phénotyper les souches, voir lesquelles sont les plus efficaces. On a fait des essais avec le CTIFL, avec Benjamin Gard notamment, pour essayer de définir une stratégie avec des doses et des fréquences d'introduction, notamment sur aubergines, pour savoir laquelle serait la meilleure pour obtenir un contrôle, la meilleure sans chercher à introduire plus que nécessaire. Par contre, il se pose toujours la question derrière, c'est quel relais pour produire à une échelle industrielle et rendre disponibles les auxiliaires aux producteurs. Et là, nous, c'est plus notre travail. On essaye de le faire lorsqu'on monte les projets pour avoir des partenaires industriels qui le font, et notamment, par exemple, le projet Impulse en maraîchage, on avait contractualisé avec la société Coppert. Donc, on s'aperçoit que, notamment au cours d'Impulse, Coppert a pu obtenir une autorisation pour un Trisolcus. Ils le produisent, ils l'évaluent encore chez eux, mais il n'est aujourd'hui toujours pas disponible pour les professionnels. Et voilà. Et donc, ça vient nous questionner sur d'autres façons peut-être de rendre ces parasitoïdes disponibles, sachant que nous, à l'INRA, on les étudie, on a envie que ces auxiliaires potentiels ne restent pas dans des tiroirs, mais on n'est pas des producteurs industriels, c'est pas notre métier. Ok, merci Alexandre. On a une question. Alors cette question, elle s'adresse peut-être autant à Jean-Claude Sritou qu'à toi, enfin à vous de nous dire. La question, c'est est-ce que la punaise diabolique a été observée dans les vergers de noyers, à votre connaissance? À ma connaissance, non. Alors, il me semble que ça a été observé en Italie. J'ai eu quelques photos où manifestement on a des alliomorphas sur des noix. Maintenant, j'ai pas réussi à obtenir la donnée, on va dire, de densité de ces alliomorphas sur les noix. Mais a priori, ça pourrait être probable. C'est une info que j'ai commencé à chercher, mais que j'ai pas encore obtenue réellement. Par rapport aux noix, oui, effectivement, en Italie, j'ai eu pas mal de collègues qui nous ont fait des retours où il y avait pas mal d'alliomorpha adultes, larves. J'ai vu des photos avec des zooplaques, même parasités, dans des vergers noyés. Donc oui, elle est présente. Après, les dégâts sur la noix, j'ai regardé aussi un petit peu de mon côté. Et tout ce que j'ai trouvé, en tout cas aux États-Unis, c'était 2 ou 3 photos de noix de pécan où on voyait des nécroses, mais c'était pas des grosses nécroses et pas plus que ça. C'était juste cité dans une review comme ça, pas de papier sur le sujet. Et donc moi, je pense qu'il y a probablement des piqûres qui se font, mais vu la taille du brou, ensuite la coque, pour qu'on ait in fine des nécroses sur le cerneau, moi, ça me paraît étonnant, mais voilà. En tout cas, chez nous, pour le moment, vu qu'elle est en train d'arriver, on n'a pas encore vu des individus dans les vergers noyés. On a les premiers dans les vergers de noisettes. Après, si je dis pas de bêtises, il y a quand même pas mal de problèmes avec la mouche du brou de la noix. Et c'est possible aussi que si Alliomorpha fasse du dégât sur la noix quand elle est encore verte, ce soit complètement masqué par la mouche du brou de la noix, quoi. Ok, merci messieurs. On a une autre question, puis après je pense qu'on va peut-être reprendre le cours des présentations. Une autre question qui est, est-ce qu'on peut envoyer à l'INRA, et on rajoute le E, des zooplaques parasitées? Alors, heureusement qu'on m'a expliqué ce que c'était, mais voilà, je pense peut-être on en parlera tout à l'heure par rapport au réseau qui est en train de se mettre en place. Est-ce que les gens peuvent vous envoyer ces zooplaques parasitées? Alors, dans tous les cas, oui, je suis complètement preneur des zooplaques parasitées, on va dire avérées, ou même pas avérées, puisque dans un premier temps, si l'ooplaque elle vient juste d'être parasitée, on le saura pas. Donc, je suis preneur.
Dans tous les cas, il faut bien mettre la date de prélèvement, la localité de prélèvement, la personne qui a prélevé évidemment, et éventuellement la plante hôte si elle est connue, et me l'envoyer donc à l'INRAD Sophia Antipolis. Normalement, alors c'est pas à jour, mais sur la page du groupe punaise du GIS Fruits, on essaye de partager un certain nombre de documents, de protocoles, d'informations. Et logiquement, incessamment sous peu, quand j'aurai mis un petit peu les protocoles à jour, mais il faut essayer de le faire pour la semaine prochaine, par exemple, notamment si la question elle vient dans le cadre de ce séminaire, une fiche protocole sur comment prélever quelles informations donner, comment la conditionner et comment me l'envoyer sur Sophia Antipolis pour que je puisse mettre ça en émergence et éventuellement identifier les éventuels parasitoïdes qui sortiraient. Et ça, c'est des données qui nous sont assez précieuses, donc on est tout à fait preneur. Alors, par rapport à ça, effectivement, le réseau dont on va vous parler pendant la deuxième partie de ce séminaire aura pour objectif, effectivement, de mettre en commun toutes ces informations. Donc, il va être un appui pour pouvoir récupérer ces questions et ces observations. Donc, c'est, je regarde, zooplaques parasitées. Et donc, si je peux ajouter, voilà. Ces prélèvements d'eau-plaques, c'est intéressant pour continuer à caractériser la diversité, puisque systématiquement, on s'aperçoit qu'on la connaît assez peu, voire parfois, ça peut arriver de même redécouvrir des espèces ou des espèces cryptiques. Mais ça va également avoir très certainement un gros intérêt dans les temps qui viennent si on arrive à introduire Trisomchus japonicus, puisque ça va contribuer aussi aux éventuels suivis post-introduction pour quantifier la dispersion naturelle du parasitoïde dans les zones où il sera introduit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très intéressant pour nous.